Il est 9h16, merci d'être avec nous pour un moment important. C'est une immersion sidérante, on vous le disait, au cœur de la prostitution 2.0. Pour en parler ce matin, Soisic Belin qui est avec nous. Bonjour, merci de votre témoignage. Le jour où je suis devenue une escorte 2.0 aux éditions Albin Michel. Bonjour Soisic Belin et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio. Effectivement, enquête assez incroyable avec un choix qui l'est autant, puisque c'est l'immersion. C'est le choix que vous faites d'habitude pour vos enquêtes, mais là quand même sur la prostitution, j'imagine que vous avez peut-être mis du temps avant de vous dire je vais le choisir de cette manière-là, en tout cas de l'étudier. J'ai maturé évidemment la question longtemps avant de me lancer. Au départ, le but c'était juste d'étudier le rapport entre les clients et les travailleuses du sexe par les messages en fait qu'elles pouvaient recevoir, les demandes. C'était s'arrêter vraiment à quelque chose de très soft. Et puis j'ai senti qu'il fallait aller plus loin, notamment parce que la plupart du temps, quand vous échangez avec des travailleuses du sexe, vous avez des fins de non-recevoir en fait. C'est vous êtes journaliste, vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas vous mettre à notre place, arrêtez de parler à notre place. Et donc à un moment, pour être légitime, pour moi, il n'y avait qu'une seule solution, c'était d'en devenir une. Voilà, en fait, c'est ça. Oui. Et combien de temps, justement, entre le moment où vous discutez, le moment où vous prenez conscience, enfin en tout cas vous prenez la décision d'y aller, ça met combien de temps et qu'est-ce qu'on regarde autour de nous, le pour, le contre Ça prend quelques mois pour passer le pas, quelques semaines entre les premiers messages, les premières, travaux, j'appelle ça des travail sur les échanges et le passage à l'acte. Le pour et le contre, c'est ce que je veux c'est ce que dire, vous en fait, vivez aujourd'hui peut-être. Le compte, c'est ce que je vis aujourd'hui, effectivement. D'accord, on en parlera dans quelques instants. On en parlera, mais en tout cas, beaucoup de choses ont déjà été dites sur la prostitution. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous êtes dit, je veux travailler là-dessus, ou je peux apporter quelque chose en plus, finalement, par mon travail? Pour moi, c'était la loi de 2016 qui, à mon sens, est une véritable problématique. Je discute souvent avec des abolitionnistes. Sur la pénalisation, du coup. Voilà, sur la pénalisation des clients en fait. Avec cette amende de 1 500 €. C'est ça, qui double, triple, tout à fait. sur récidive. Sur récidive. Mais c'est-à-dire que les abolitionnistes ont un discours qui je trouve, est posé, et je l'entends en fait. La prostitution fait mal à de nombreuses femmes. Effectivement, moi j'ai choisi de parler d'un pourcentage très infime de personnes qui le font soit par plaisir, soit sans véritable plaisir, mais quand il n'y a pas de déplaisir. Pour elles, c'est un job comme un autre, et ça leur permet d'avoir du temps pour faire autre chose. Soit elles sont artistes, soit elles sont militantes, et c'est même des fois une façon de militer. C'est d'elles dont je parle dans ce livre. C'est elles que j'ai voulu en fait prendre la carapace. Je me suis mis dans la peau de ces femmes-là. Évidemment qu'il y en a qui souffrent. Évidemment qu'il faut permettre à ces femmes de sortir de cette souffrance et de ce mal-être et de ce métier qui pour elles n'en est pas un, mais pour certaines c'est un métier, et je trouve qu'il faut aussi les considérer. Donc c'est la différence que vous faites justement à ce niveau-là, celles qui vont le faire par plaisir, ou en tout cas comme source de revenus, comme véritable travail, c'est ce qu'on pourrait faire la différence entre une prostituée ou le métier d'escorte notamment? Ou c'est plus compliqué que ça? C'est un peu plus compliqué que ça. Souvent quand je parlais d'escorte, et puis au départ, mes amis n'étaient pas au courant véritablement de l'enquête, donc quand ils ont appris le livre, ils sont restés sur le titre à escorte, mais c'est pas très grave, tu n'es pas devenue prostituée. Si, en fait, l'escorting sur Internet aujourd'hui, on va pas se leurrer, ce n'est la plupart du temps pas des jeunes femmes qui vont vous accompagner à des soirées ou à dans des grands. C'est ce qu'on comprend généralement. On se dit que finalement l'acte sexuel n'est pas forcément obligatoire chez les escortes. Il n'est pas obligatoire, mais la plupart du temps, il est là, en fait. Comment, alors c'est compliqué, mais peut-être cette question de dire, est-ce que finalement c'est facile de devenir escorte? On s'inscrit sur un site et les clients arrivent. C'est assez facile. C'est assez facile. Alors j'ai été bluffée parce que je me suis inscrite sur 2 sites totalement différents. Le premier qui s'appelle Wannonce, qui est un site de petites annonces, un peu comme Le Bon Coin. Mais il est connu que l'onglet rencontre est un onglet un petit peu... En fait, ce sont des rencontres vénales. Donc, je poste une annonce, il n'y a pas de photo, juste un petit détail, jeune fille ouverte à la découverte, à la rencontre, etc. Et là, des centaines de messages. En fait, ça n'arrêtait pas. Alors, beaucoup de fantasmeurs, des gens qui s'amusent à échanger et pour qui ne passeront pas le pas. Qui ne passeront jamais le pas. Et l'excitation réside dans cet échange, en fait, tout simplement. Donc, pourquoi pas, à la limite. Et puis, je me suis dit que j'allais professionnaliser la chose et m'inscrire sur un site d'escorte. Et là, évidemment, c'est assez facile aussi. Vous mettez quelques photos.
C'est contrôlé, évidemment, on vérifie que vous soyez majeur, il faut faire une photo avec votre pièce d'identité, l'envoyer, c'est validé ou pas, mais et tout ceci est gratuit en fait. Donc il n'y a pas il n'y a pas de barrière d'une certaine façon. En quelques heures, c'est bon, vous avez votre profil sur un site d'escorte. Et avec des expériences pour le coup très variées que vous avez connues, parfois surprenantes et parfois plus violentes, plus difficiles. Mais en fait, je pars du postulat que je fais ça en me mettant dans la peau d'une femme qui le fait en toute conscience, qui n'est pas sous pression. Et même dans ce cas-là, évidemment que les violences sont parfois présentes. Je parle alors lui, c'est celui qui revient souvent dans les commentaires que je me prends en permanence en ce moment. Je l'appelle Monsieur Citron. Cette personne, on avait décidé évidemment qu'il y avait une relation de soumission. Il n'a pas respecté le pacte qui était au départ une soumission soft avec un respect. La véritable soumission se fait avec respect en fait. Et ces personnes-là ne savent pas ce que c'est que la soumission, la domination, le BDSM. Non, pas de limite. Voilà, n'ont pas de limite. Ils en profitent, voilà, en fait. C'est-à-dire que vous avez du coup un pacte au départ, avant même justement de vous rencontrer. Oui, il y a des échanges, tout est mis à plat. Alors c'est pas très sexy, hein, dit comme ça, effectivement, c'est pas très naturel. Non, mais c'est important de le préciser aussi. Oui, voilà. mais ces relations ne sont pas naturelles en fait. Hein, donc oui, tout est dit au départ, les limites sont posées, et quand les limites sont dépassées lors du rendez-vous, la question se pose évidemment du consentement. Jusqu'où va le consentement? Si je veux m'arrêter, qu'est-ce que je fais? Si je dis non, oui, je dis non, mais je dois rendre une partie de l'argent. Comment ça fonctionne en fait? À quel moment le client va me dire, mais attends, mais je t'ai payé, donc en fait on va jusqu'au bout, et toi t'avais pas compris, t'avais pas mesuré l'étendue de mes demandes, et ben tant pis pour toi. C'est très compliqué aujourd'hui. Mais là on vient à la question, parce que là vous avez la sensation forcément d'être agressé sexuellement, d'être violé, et on se pose toujours la question de se dire, est-ce que finalement quelqu'un qui vend son corps peut être violé? Alors, j'aime pas le terme vendre le corps, je préfère louer des prestations à caractère sexuel. Oui, bien sûr qu'elle peut être violée, évidemment, parce qu'à partir du moment où on dit non, même si la personne a été payée en amont, le non pour moi suffit à ce que la chose s'arrête. Et la limite, effectivement, si la personne en face a envie que vous lui remboursiez une partie, pourquoi pas, hein, mais le non, c'est la fin du consentement, c'est l'arrêt en fait de ce service. Mais vous avez déjà subi des violences, en l'occurrence, et à ce moment-là, vous avez décidé de ne pas porter plainte. Pour quelle raison? Parce que là, c'est une question qui se pose aussi, de responsabilité aussi par rapport à d'autres travailleurs du sexe. Alors pour deux raisons. La première, c'est que j'étais plutôt au début de mon immersion, donc j'avoue que je pense que je serais rentrée j'aurais porté plainte, j'aurais pas continué mon immersion, et j'aurais l'impression que tout ce que j'avais fait en amont n'aurait servi à rien. Et puis, je lis dans mon livre, j'ai fait une véritable dissociation en fait entre ce personnage et moi. Et c'est ce qui me blesse aujourd'hui quand je reçois des insultes de la part de personnes que je ne connais pas, qui utilisent mon nom. J'ai l'impression, je suis pas schizophrène, mais d'avoir vraiment... il y a le rôle que vous jouez finalement. Oui, c'est un rôle que vous jouez. Comme une comédienne en fait, et donc... Je vais porter plainte. Oui, j'ai subi ces violences. Oui, elles étaient violentes pour moi. Soisic, Belin et Cléo, le personnage, évidemment aussi. Mais aller dans un commissariat et porter plainte en mon nom, à ce moment-là, en tout cas, m'aurait posé problème. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je peux le faire. Je peux porter plainte. Il faut que je le fasse, d'ailleurs. Il faut que je le fasse. C'est très important. À quel moment, au moment où vous commencez cette expérience, vous vous dites, faut que ça dure combien de temps? C'est-à-dire qu'au moment où vous avez l'impression d'avoir eu un panel d'hommes en face de vous, assez large, où il y a un moment donné, vous vous dites, je fais ça 6 mois ou 1 an et après j'arrête? Je me suis dit, je fais ça 6 mois. Et après, je me suis dit, non, 1 an, c'est mieux, c'est plus complet. Je veux pas qu'on me reproche d'avoir fait une demi-immersion. De quoi elle parle, celle-ci? Elle s'est immergée 3 mois, alors que nous, c'est notre vie. Je me suis dit qu'1 an, ça avait quand même du sens. Et vous vous êtes fait des amis? Est-ce que vous avez fait des rencontres de femmes? C'est un métier assez solitaire. Ouais. J'ai essayé d'échanger, alors en tant que journaliste, c'est vrai, pour essayer de comprendre et avoir d'autres témoignages qui viennent enrichir mon livre. Et la plupart du temps, ce que j'avais comme réponse, et c'est là où je trouve qu'il y a un vrai problème, c'était on n'a pas le temps de discuter avec toi, notre temps c'est de l'argent. À partir du moment où on considère que le travail du sexe est un métier, moi je suis journaliste, mon temps à poser des questions, à faire des interviews, c'est aussi de l'argent. En fait. Donc, si on veut rentrer dans un schéma où le travail du sexe est un métier comme un autre, avec des grosses et des énormes guillemets,
on peut pas me répondre ce genre de choses en fait. On peut me dire j'ai pas le temps, mais pas mon temps c'est de l'argent. Et c'est des réponses que j'ai eues très fréquemment. Et quand aujourd'hui on vous disait tu es journaliste, tu ne peux pas comprendre, est-ce que vous comprenez cette phrase ou est-ce que finalement ce que vous aviez imaginé, finalement c'est la réalité, ou alors vous avez ressenti d'autres choses que vous n'auriez pas pu comprendre si vous n'aviez pas essayé, justement? Il y a une part de ressenti effectivement que j'aurais pas pu comprendre si je l'avais pas fait. Oui. Ouais. C'est même peut-être pas des choses qui peuvent se dire ou s'écrire, c'est des choses qui se ressentent et après évidemment j'ai une amie qui me disait mais moi je n'aurais jamais pu faire ça alors que sexuellement elle est plutôt libérée, moi pas forcément. Et elle me dit non moi j'aurais vraiment senti une atteinte à mon corps, à mon estime. Donc oui, toute femme ne peut pas être escorte et peut-être que je ne l'aurais pas compris si je n'étais pas passée par ça. On y reviendra vous restez avec nous, on le rappelle, journaliste, auteur de Le jour où je suis devenu escorte 2.0 éditions Alma Michel. On continue d'en parler justement avec vous dans un instant. Et vos appels 0826 300 300 si vous voulez témoigner bien entendu avec Soisic Belin. Il est 9h27, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus. Il est 9h31, c'est un témoignage lourd, forcément. Le jour où je suis devenue escorte 2.0. La journaliste Soisic Belin est avec nous. Merci, en tout cas, merci de vous livrer ce matin sur Sud Radio. Vous appelle 0826 300 300. On parle de cette immersion dans ce métier d'escorte. Aujourd'hui, vous en êtes sortie. Psychologiquement, comment vous êtes ? Psychologiquement, le plus dur aujourd'hui, c'est pas tant de parler du livre, parce que c'était important pour moi, c'est important pour moi d'en parler, c'est un travail que j'ai fait pendant un an, puis après il y a l'écriture du livre, etc. C'est les retours, c'est les insultes permanentes sur les réseaux sociaux, c'est les messages sur mon téléphone, parce que évidemment je suis journaliste, donc il y a mon CV qui traîne par-ci par-là, parce que je suis pigiste. Les réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux, enfin c'est-à-dire qu'en fait, ils vous harcèlent même quand vous êtes chez vous, en fait, dans votre intimité, puisque votre téléphone fait le lien avec l'extérieur en permanence. Et c'est ça qui est assez dur, en fait. Est-ce que ça veut dire que professionnellement, il y a des gens qui ne travailleront plus avec vous ? J'espère pas. Ouais. Non, mais ça va. Oui, je me suis posé la question, mais je sais pas. Je me dis qu'on est quand même en 2021 dans une société qui se veut ouverte et compréhensive. Et pour moi, c'est un travail de journaliste. Et puis même au-delà, j'espère que demain, si une travailleuse du sexe pour qui c'est véritablement le métier, a envie de changer de tout au tout et de devenir, je ne sais pas, journaliste ou n'importe quel autre métier, qu'elle puisse le faire sans que ça pose de problème, en fait. Qu'est-ce qu'il faut répondre justement à ce harcèlement ? C'est quoi votre stratégie ? C'est je ne réponds pas ? Je ne réponds pas. Je ne réponds pas, mais j'avoue que c'est lourd. Enfin, ça veut dire qu'ils gagnent en quelque sorte, puisque c'est le but. Le but, ils me le disent, ils sont très clairs, c'est de m'anéantir, que je ne me relève pas, que justement je ne puisse plus travailler, puisque le but c'est de faire en sorte que mon travail ne soit pas légitime. Mais est-ce que justement ce serait pas de leur répondre pour justement créer un lien entre ces gens-là, leur expliquer ce que vous avez voulu faire, parce que vous venez quand même au secours des travailleuses du sexe pour exprimer, en tout cas, ou les aider, faire en sorte qu'elles aient une vraie identité, qu'elles aient un vrai statut aujourd'hui en France. Oui, mais ces personnes-là n'ont pas envie de comprendre, ne cherchent pas. Enfin, ils ont l'impression de devoir apporter une morale, en fait, comme s'il n'y avait plus de morale, et eux sont les gardiens d'une certaine morale. Donc autant vous dire que les travailleuses du sexe, peut-être qu'ils vont les voir, très certainement, peut-être qu'ils regardent du porno, etc., parce qu'ils me parlent aussi de ce genre de choses. Mais pour eux, derrière ces personnes, ce ne sont pas des humains, ce sont certainement des machines, je ne sais pas, puisqu'ils se permettent de les insulter. Ça dit juste leur peur à eux, finalement. C'est pas moi. Et par rapport à l'expérience que vous avez vécue, ça dit quoi finalement aussi de ce qu'on vit actuellement dans la société, des différents clients que vous avez pu rencontrer? On parle beaucoup de tensions, de violence au sein de cette société. C'est quelque chose qui se manifeste peut-être d'autant plus dans ce milieu-là? C'est vrai qu'en pourcentage, j'ai pas eu énormément de violence physique. Peut-être plus psychologique, mais c'est peut-être moi aussi qui me suis sentie violentée par moments, rabaissée, parce qu'il y a beaucoup de clients qui viennent voir des travailleurs du sexe pour les rabaisser, pour se sentir au-dessus, ce qui est un problème de reconnaissance, un problème d'ego, et ils ont l'impression qu'en allant voir ce type de personnes, eux se sentent supérieurs et ça les rassure. Mais après, ça dit beaucoup de choses sur la solitude, en fait. Ouais. Il y a une véritable solitude. Beaucoup viennent pour parler, pour déverser, dans le bon sens du terme. Sur votre livre, il y a marqué Girl.
girls, des escortes. Il y a aussi des garçons qui le font. Il y a aussi des hommes, oui. On en parle assez peu souvent parce qu'il y a une détresse forcément chez les hommes, mais aussi chez les femmes. Est-ce que vous les avez rencontrés, ces hommes? Alors j'en ai rencontré un, vous dire pas beaucoup, oui. Qui justement me parlait de la loi 2016 et de l'impact que ça avait sur lui, c'est-à-dire que les clients baissaient les prix, demandaient à ce qu'on baisse les prix, donc lui ça lui faisait un manque à gagner, et puis des demandes très peu sécures, c'est-à-dire du sexe sans protection, du sexe sous chemsex en fait, sous drogue, à 4-5 heures du matin, devoir mettre son réveil pour rejoindre d'autres hommes à des soirées qui durent des week-ends entiers, etc. Il me disait c'est une prise de risque pour moi, mais je ne peux pas le refuser et je perds de l'argent, et parce que les clients, comme ils sont, c'est eux en fait qui sont chassés à cause de cette loi, sont disons qu'ils négocient les prix. En fait, ils ont peur. Mais est-ce que l'image des garçons est aussi dégradée que celle des femmes dans ce métier? Je n'aimerais pas m'avancer là-dessus. Je pense pas. C'est peut-être différent. Je sais pas. J'aurais peur de dire des bêtises. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour elles? Quel statut il faudrait leur donner aujourd'hui? Je pense qu'il faut que ce soit reconnu comme un métier. Ça veut pas dire que on m'a sorti ça aussi. Oui, ça veut dire qu'au lycée il y aura des filières travail du sexe. Évidemment que non. Évidemment qu'on va pas influencer les jeunes filles ou les garçons à devenir travailleurs du sexe. C'est un choix très personnel. Mais oui, il faut que ce soit encadré. Ça éviterait que les femmes qui en souffrent, justement, toutes les dérives. Il faut qu'il y ait une sécurité sociale aussi. Il faut qu'elles puissent cotiser. Enfin, à un moment, vivre avec de l'espèce en permanence, c'est pas possible. Vivre avec du cash. Comment on fait pour payer son loyer en fait en espèces? Ça voudrait dire que on a un propriétaire très sympathique qui accepte parce que de mettre des sommes énormes toutes les semaines à la banque, enfin énormes. Je m'entends, mais enfin, c'est pas viable en fait. C'est pas un système viable. Vous êtes justement, au-delà de ça, très critique sur cette loi de 2016 sur la pénalisation des clients. Alors, on l'a compris, ce que vous dites, c'est qu'il faut légaliser, en tout cas selon vous, la prostitution pour qu'il y ait un minimum de protection et... Oui. Voilà, pour ces femmes et ces hommes aussi. Qu'est-ce que vous reprochez au-delà de ça à cette loi de 2016 en elle-même? Beaucoup ont parlé de l'absence de moyens, pas assez de moyens mis en place. On parle de 1200, 1300 clients verbalisés par an, donc c'est assez peu. Finalement, cette loi-là, elle existe juste voilà comme ça, c'est un sexe et tout. Elle est symbolique et elle est hypocrite. Les clients, comment vous voulez aller les chercher? Enfin, c'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à savoir combien il y a d'escortes aujourd'hui en France. On peut pas faire un quota de clients non plus. On peut pas savoir combien il y a de clients en France. Et puis c'est quoi un client? C'est une personne qui va y aller une fois, qui va y aller 10 fois. En quoi dans cette relation entre la travailleuse du sexe et le client, en quoi il y en a un qui est coupable et l'autre qui ne l'est pas? Enfin, pourquoi il devrait y en avoir un coupable et l'autre non? Évidemment, je parle toujours là dans un rapport de respect mutuel. Justement, un client m'a dit un jour: est-ce qu'on peut être client, travailleuse du sexe et féministe? Oui. Bonne question. Oui. Bien sûr qu'on peut être client et féministe s'il y a un respect de toutes parts, que la jeune femme qui fait ça n'est pas sous contrainte, que lui est dans un respect, qu'il y a un échange monétaire évidemment. Oui, il peut être féministe. Est-ce que certains de vos clients ont pu tomber amoureux de vous? Oui, ils tombent amoureux. Alors je dis ça de manière assez facile. Et, oui, parce que c'est un personnage évidemment qu'on se construit et donc on essaye de correspondre au mieux à leurs attentes. Donc forcément ils se retrouvent face à une femme qu'ils imaginent totalement libérée, idéale, qui les écoute, qui est disponible au moment où eux en ont besoin. Oui, c'est la femme idéale sur le moment, à un instant T, et donc ils peuvent tomber amoureux. Mais bon, est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est un coup de cœur? Mais je vous demande ça parce que est-ce qu'on peut verbaliser des gens qui finalement souffrent de solitude, souffrent d'un manque de relations sexuelles, souffrent voilà, d'être seuls? Est-ce qu'on peut vraiment verbaliser ces gens? Est-ce que c'est finalement pas un échange de bons procédés, de se dire que on prend soin les uns des autres? Oui. Oui, alors là, on va hurler en entendant ma réponse. Mais oui, c'est une très bonne question. Et je pense que la réponse, évidemment, dépend toujours de la situation, en fait. Est-ce qu'on est face à quelqu'un qui le fait sous contrainte ou qui le fait par plaisir ou sans déplaisir, et de la personne en face, est-ce qu'elle est respectueuse ou pas? Mais évidemment, ça peut être un échange de bons procédés, et verbaliser un client qui ne fait rien de mal, qui vous paye et qui est là, qui déverse sa solitude. J'ai dit à un moment que les hommes pouvaient me faire de la peine. C'était peut-être pas le bon terme. Ce que je veux dire, c'est qu'évidemment... Vous émouvoir peut-être. Voilà. C'est ce que je ressens aujourd'hui. Et parfois, quand je vois certaines personnes... Dans des cafés, par exemple, je travaille beaucoup dans des cafés, et je regarde autour de moi et je me dis, ça aurait pu être un client.
Et je me dis, mais cette personne n'est pas méchante, elle ne fait rien de mal en fait. Personne ne fait rien de mal dans cette situation. Et avec du recul, quand vous savez tout ce que vous savez aujourd'hui, vous pourriez le refaire pour l'expérience, justement? Est-ce que je le referais aujourd'hui, sachant... Oui, je le referais, oui. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Sozik, d'avoir été avec nous. On rappelle, Sozik Belin, le nom de votre ouvrage, Le jour où je suis devenu escorte 2.0, c'est aux éditions Albin Michel. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre témoignage ce matin sur Sud Radio. C'est vrai qu'il en faut du courage.